De mon côté, je vais vous partager les résultats d'une étude sur le processus décisionnel lors du choix d'un milieu de placement pour un enfant. Cette étude a été dirigée par Doris Châteauneuf, qui est chercheur au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles du CIUS de la capitale nationale, mais réalisée également en collaboration avec Geneviève Pagé, qui est professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. L'objectif principal du projet dont je vais vous parler aujourd'hui est de comprendre les mécanismes de prise de décision dans un contexte bien particulier où l'intervenant doit décider du choix du milieu de placement familial, c'est-à-dire famille d'accueil régulière, de proximité ou de banque mixte, pour un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Nous avions 2 sous-objectifs. Ma présentation d'aujourd'hui va porter exclusivement sur le second objectif. 15 minutes exigent de faire parfois des choix déchirants. Donc, je vais vous parler de comment les intervenants, on va tenter d'analyser et de décrire les critères considérés par les intervenants dans un processus décisionnel. Nous avons réalisé une démarche qualitative avec des entrevues semi-dirigées auprès de 39 intervenants de l'application des mesures de 3 régions du Québec, Québec, Montréal et l'Outaouais. Dans ces entrevues, on a abordé 3 éléments avec les intervenants. La première partie, c'est sur les différents facteurs dont ils tiennent compte pour prendre leurs décisions. Facteurs qui renvoient au modèle dont Marie-Joëlle vous a parlé tout à l'heure. Facteurs propres à l'enfant, facteurs propres à sa situation familiale, à l'organisation, à l'intervenant lui-même. On s'est aussi intéressé aux ressources sur lesquelles les intervenants s'appuient pour prendre ces décisions. Et finalement, afin de rentrer, je vous dirais, dans les situations complexes avec lesquels ils doivent jongler, nous leur avons demandé de nous raconter 2 décisions cliniques, une qui avait été dans un contexte plus facile et un autre où le choix du milieu s'était avéré beaucoup plus difficile et complexe. Nous avons rencontré, comme je vous le disais, 39 intervenants, principalement des femmes âgées entre 26 et 45 ans. La totalité avait un diplôme universitaire, dont la majorité un bac. Et 72 % de notre échantillon avait plus de 10 ans d'expérience en protection de la jeunesse. Une fois toutes les données codées et analysées, on ne rentrera pas dans ces détails-là, on a décidé de travailler sur 2 aspects plus spécifiques. 2 aspects qui, à nos yeux, contribuaient vraiment à l'avancement des connaissances sur le processus décisionnel en termes de placement. Le premier aspect, 2 aspects que je vais aborder avec vous là, ce matin. Le premier, c'est vraiment sur la question de la multiplicité des facteurs qui sont considérés dans le choix du type de placement. Marie-Joëlle a une magnifique expression, on doit embrasser la complexité. Alors, vous allez voir que les intervenants qui doivent prendre ces décisions-là doivent embrasser de façon très claire cette complexité-là. Mais on s'est aussi intéressé aux aspects dynamiques et collectifs de cette prise de décision. Quelque chose qu'on a abordé et qui va être poursuivi de façon beaucoup plus détaillée dans la présentation de Rosita dans quelques minutes. Donc, si on regarde dans un premier temps les facteurs que les intervenants considèrent lorsqu'ils doivent réfléchir, quel est le meilleur milieu de placement pour un enfant? C'est ça la question et on se rappelle qu'on parle d'enfants 0-5 ans. C'est important de se souvenir. Une première série de facteurs que les intervenants ont considérés, c'est ce qu'on a catégorisé dans les contraintes administratives. Les intervenants nous ont parlé de la pénurie de ressources, de l'absence parfois de choix. Nous avons également parlé de toute la question de la distance et de la proximité géographique avec laquelle ils doivent jongler lors du choix d'un milieu de placement, c'est-à-dire une famille plus ou moins près du milieu biologique de l'enfant. Le deuxième aspect, bien entendu, ça fait partie des considérations dont Marie-Joëlle nous a parlé tout à l'heure, c'est les aspects législatifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'obligations en lien avec la protection de la jeunesse qui viennent influencer le processus de décision du choix du milieu d'accueil. Les 2 qui sont ressortis de façon prédominante dans nos discussions, c'est toute la question des durées maximales d'hébergement et de la clarification du projet de vie, et la question de la priorisation du recours aux familles d'accueil de proximité. La 3e catégorie de facteurs, c'est tout ce qui touche aux caractéristiques de l'enfant. Donc, c'est quoi les besoins, le bien-être, l'intérêt de cet enfant-là en particulier? Est-ce que cet enfant-là a des besoins spécifiques en termes émotionnels, en termes physiques, en termes psychologiques? Et bien entendu, on tient compte également de l'âge ou du stade de développement de l'enfant. Finalement, les intervenants tiennent aussi compte dans leur décision du choix du milieu de placement des spécificités du milieu d'accueil.
Donc, est-ce que la famille d'accueil sera capable de répondre aux besoins de l'enfant? Est-ce qu'elle sera capable de collaborer avec les parents d'origine? Est-ce qu'elle est disponible à s'engager à long terme si l'enfant a besoin d'un placement qui s'en va sur une plus longue période de temps? Et vous voyez que la complexité ne s'arrête pas parce qu'on doit aussi tenir compte des caractéristiques des parents d'origine. Est-ce que ces parents-là collaborent avec les services? Est-ce qu'ils sont mis en action? Quelles sont leurs capacités ou leurs habiletés parentales? Souvent, dans le discours des intervenants, ce qu'on a compris, c'est que les caractéristiques des parents vont donner des indices sur leur capacité de se reprendre en main, des indices sur la réunification possible ou non de l'enfant à moyen ou à long terme. Donc, ces éléments-là vont beaucoup intervenir sur le choix du milieu d'accueil parce que c'est très collé au projet de vie de l'enfant. Et finalement, les caractéristiques de l'histoire un peu de cette famille-là, qui, de la même façon que les caractéristiques du parent, viennent jouer sur le pronostic, sur le projet de vie, sur les délais à partir desquels on va pouvoir les atteindre. Donc, est-ce que l'enfant a déjà un autre historique de placement? Est-ce que la famille était connue des milieux d'accueil? Une fois qu'on a fait ressortir ces différents facteurs-là, puis qu'on en a fait une nomenclature, ce qui est vraiment intéressant, c'est de réfléchir à comment ils interagissent les uns par rapport aux autres. Au-delà de cette énumération-là, comment les intervenants vont prioriser certains facteurs au détriment de d'autres. Ce qu'on a été capable d'identifier dans le discours des intervenants, c'est que le point de départ de leur réflexion, c'est bien entendu les caractéristiques des enfants. Le fait de tendre vers une famille d'accueil régulière, banque mixte ou une famille d'accueil, j'ai oublié, de proximité, va tout d'abord dépendre des besoins de l'enfant, de son âge, de son besoin de service, de ses problématiques. Ça va aussi, après ça, ça va aussi être lié avec tout ce qui touche les gens autour de lui. Donc, c'est qui cette famille d'accueil-là qui est prête à l'accueillir? Est-ce que la grand-mère, si on va vers une FAP, est capable de s'occuper d'un jeune enfant avec des besoins particuliers? Si on envisage un placement à long terme, est-ce que la famille d'accueil régulière est apte et capable de s'engager à long terme? Si les relations sont tendues entre la famille d'origine et la FAP, est-ce que la famille d'accueil va être capable de poursuivre? Alors, on voit bien qu'on doit aussi tenir compte pas uniquement des besoins de l'enfant, mais aussi des caractéristiques et des besoins de l'environnement beaucoup plus large. Jusqu'ici, on voit poindre une espèce de processus assez idéal, une espèce d'idéal à atteindre. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui viennent agir et ces facteurs-là agissent comme différentes formes de contraintes, des pressions qui viennent s'exercer sur la capacité de réflexion et de décision de l'intervenant. On a mis dans cette catégorie-là tous les aspects liés à la loi, c'est-à-dire tendre vers réfléchir au projet de vie permanent de l'enfant, la priorisation des FAP. Et il y avait aussi toute la question de la pénurie des ressources. Donc, en conclusion, rapidement, pour cette première partie, c'est un processus multifactoriel. Marie-Joëlle vous l'avait dit et on l'a confirmé. On doit tenir compte de beaucoup de facteurs. Il y a des considérations transversales qui agissent dans toutes les situations. C'est la question du projet de vie et la recherche de stabilité. Et la question des contraintes qui s'imposent aux intervenants, qui font une espèce de dualité entre la meilleure décision pour cet enfant-là et la décision que je suis capable et en mesure de prendre compte tenu des conditions dans lesquelles je dois les prendre. En ce qui a trait à l'aspect plus dynamique de la prise de décision, ici, on ne va pas s'intéresser aux facteurs, mais on va bien s'intéresser à ce qui vient en appui à cette décision-là. Le premier élément qui est ressorti, puis Marie-Joëlle l'a mentionné tout à l'heure, c'est tout cet enjeu que l'intervenant va identifier l'importance de la concertation professionnelle. Cette idée de devoir ou de pouvoir travailler en équipe pour valider ses décisions, pour avoir accès à différentes perspectives sur l'enfant et sa famille. Donc, les intervenants vont parler de cette importance du consensus, du partage avec différents professionnels. En fait, ce qu'ils nous ont dit, puis on va y revenir dans quelques minutes avec la présentation de Rosita, c'est que la plupart des intervenants, c'est que cette décision-là ne repose pas entièrement sur les épaules d'un seul intervenant, mais bien une décision collective.
Le deuxième qu'on a abondamment parlé, je vais passer rapidement, c'est vraiment toutes les dimensions et les balises légales en ce qui a trait au placement, donc les durées maximales d'hébergement, la clarification du projet de vie et le fait d'aller vers des familles d'accueil de proximité en priorité. Finalement, un des éléments qui est ressorti également, c'est ce que nous avons appelé la gestion du risque et le jugement clinique. Les intervenants nous ont dit qu'ils n'avaient pas tous la même perception et la même tolérance à l'égard du risque et que ceci avait une importance sur le choix du milieu de placement. Ils nous ont aussi parlé de la question du jugement clinique, le fait qu'ils ne sont pas les seuls à prendre la décision, on l'a vu tout à l'heure, qu'ils la prennent de façon collective, mais qu'ils ont quand même une grande influence parce que c'est eux qui présentent la situation. C'est eux qui dépeignent le pronostic, soit d'un retour ou la probabilité d'aller vers une FAP ou encore d'aller vers une famille d'accueil d'adoption. Et finalement, le dernier élément qui a été présenté aussi dans les modèles décrits par Marie-Joëlle, c'est tout ce qui touche les valeurs personnelles de l'intervenant. Hein? Quelle valeur l'intervenant accorde-t-il aux liens biologiques? Quelle est la position personnelle ou les valeurs de l'intervenant par rapport à l'adoption, par rapport au maintien des liens avec les parents d'origine? Toutes ces valeurs-là vont venir teinter toutes les étapes du processus clinique ou la position du chercheur aussi, mais des intervenants dans ces réflexions. Donc, en conclusion, pour cette partie du projet, les décisions liées au placement d'accueil sont souvent abordées en fonction de certains éléments, doivent être faits, dans une réflexion commune, en interaction avec les autres, que la question du consensus entre professionnels est extrêmement important. Je vous ai présenté les deux en même temps pour la question d'aller plus rapidement. Les explications, ça nous a aussi permis de voir que l'intervenant, bien que ça se fait en consultation puis en échange, bien qu'il y ait un processus de réflexion commun, l'intervenant est aussi un acteur clé dans ce processus-là, un acteur qui doit jongler dans sa réflexion et dans son analyse avec tous les facteurs qu'on a vus, mais qu'il doit surtout les prendre dans un système et dans un environnement qui impose ses propres contraintes. Si vous voulez en savoir davantage, 2 articles ont été publiés sur ce projet, donc je vous invite à le consulter. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous.